Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous terminons notre tournée des maires avec M. Gaétan Ruet, maire d'Amqui. Nous vous invitons à une consultation publique concernant le plan de développement de la zone agricole. Nous vous présentons un groupe de musique de Rimouski qui sera présent à la captive le 20 février prochain. Nous vous invitons à être présents en grand nombre à la présentation des bontés divines de la vallée, car tous les profits iront à votre TVC. Mais d'abord, voici M. Pascal Bérubé, député de la circonscription Matane-Matapédia, qui dresse un bilan de l'année 2015 et vous fait part de ce qu'il anticipe pour 2016. Je suis en compagnie du député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour, bienvenue à mon bureau d'Amqui. Oui, on n'a pas eu l'occasion de se voir récemment. C'est notre première rencontre en 2016. Et puis, pour bien commencer l'année, si on faisait un petit retour en arrière, voir le bilan de l'année 2015, la dernière session parlementaire qui s'est tenue l'automne dernier, 2015, qu'est-ce que vous en retenez? Une année difficile pour l'ensemble du Québec, mais pour la Matapédia aussi. Beaucoup de recul liés aux décisions gouvernementales, aux compressions, à l'austérité. Il y a un impact très concret dans la Matapédia. Par exemple, dans le domaine de la forêt, qui est un domaine drôlement important dans notre région, il y a l'abolition du programme de création d'emplois en forêt qui permet aux travailleurs sylvicoles d'aménager cet actif incroyable qu'on a chez nous. Bien, c'est 200 emplois à l'échelle du Bas-Saint-Laurent, beaucoup à l'échelle de la Matapédia, surtout dans les municipalités rurales. Donc, c'est une perte à la serre de la vallée, la Société d'exploitation des ressources de la vallée. C'est beaucoup d'argent en moins. Ça, c'est un recul. J'avais annoncé, moi, comme ministre responsable de la région et député, des places pour le CPE d'Amqui. Presque 40 places. Alors, je les avais confirmées. Après, le nouveau gouvernement est arrivé, ils les ont retardées, puis là, c'est compromis. C'est dommage parce que c'est des places, évidemment, pour les enfants, mais c'est quelque chose d'important pour les familles, pour les mamans qui reviennent plus rapidement sur le marché du travail. Donc, c'est des emplois en moins parce qu'on aurait créé des emplois avec ça, mais aussi des places qu'on n'aura pas pour les enfants de la Matapédia. Alors ça, là, c'est abominable comme décision et c'est vraiment une perte pour Amqui. Moi, je me suis battu pour Amqui et j'ai obtenu des places. Comme j'en avais obtenu à Sébec, au CPE L'Enfant Joue, ça va être inauguré bientôt, mais il y aura des compressions aussi. Alors ça se rajoute. Non seulement on nous coupe nos nouvelles places, il y a des compressions qui vont nécessairement jouer dans la qualité du service qui est offert. Donc, la forêt, la famille, la santé. 2015, on a perdu la direction locale du C3S d'Amqui. Plus de direction générale, plus de conseil d'administration formé de bénévoles, de gens qui surveillaient ce qui se passait. Résultat, on est laissé à nous-mêmes. Et puis là, on ne sait pas ce qui va se passer pour l'avenir de l'hôpital d'Amqui. Moi, je l'ai bien vu sur la couverture du journal L'Avant-Poste dans le temps des fêtes. La PDG du CI3S du Bas-Saint-Laurent dire le bloc opératoire, par exemple, il n'est pas menacé à court terme. Mais ça veut dire quoi, ça? Il va-tu l'être plus tard? Donc, maintenir les spécialités d'Amqui à l'hôpital, maintenir tout ce qu'on a présentement, puis même l'améliorer. Moi, c'est mon objectif, mais manifestement, il y a un mouvement qui tend à centraliser vers Rimouski les services. Puis moi, jamais je vais laisser passer ça. C'est pas vrai qu'à terme, là, le bloc opératoire de Rimouski va faire toutes les opérations de la région. Si c'est l'objectif du ministre de la Santé, il va me trouver sur son chemin. Puis je pense que je ne serai pas seul. J'ai la Matapédia derrière moi dans ce projet-là. Le routier. La dernière fois que j'ai annoncé des routes comme ministre responsable de la région, le montant qui est annoncé versus ce qu'on retrouve maintenant avec le gouvernement libéral, c'est 66 % de moins. Donc, ça explique pourquoi, par exemple, la courbe en S dangereuse à Val-Brillant n'est pas dans la programmation. Ils ont tout mis l'argent sur la route 185 qui nous permet de s'en aller au Nouveau-Brunswick. Alors ça, c'est un choix qui a été fait. Je ne parle même pas de l'autoroute 20 parce que je ne sais même pas si on va le voir de notre vivant dans notre région. Mais à tout le moins, pour des axes prioritaires dans le domaine routier, c'est un problème. Je pourrais rajouter le CLD, extrêmement performant, qui a été démantelé dans la Matapédia. Je pourrais parler dans le domaine scolaire des compressions qui font en sorte qu'on n'a plus de marge de manœuvre. On pourrait parler d'un ensemble d'autres secteurs où on a reculé, pas à cause de notre action à nous, à cause que le gouvernement du Québec n'est pas très présent. Puis non seulement il n'est pas présent, vous n'avez pas vu beaucoup d'annonces dans la dernière année, hein? On essaierait de les recenser, on ne les trouverait pas. On peut comparer avec les 18 mois où j'étais ministre, on se voyait souvent, parce qu'il y avait des annonces à peu près toutes les semaines. Là, ce qu'on retrouve présentement, c'est un gouvernement qui se désengage de la Matapédia. Et on va souhaiter qu'il se réengage, qu'il nous accompagne dans nos projets. On en a plusieurs. Alors, 2016, j'espère que ça va mieux se passer. Il y a eu beaucoup de raisons de s'indigner en 2015, mais en 2016, j'espère qu'on va faire progresser des dossiers, puis il y en a plusieurs.
Oui, bien justement, la rentrée parlementaire se fait bientôt. Puis face à tous ces faits-là, ça va être quoi les priorités d'action du député début 2016? Développement économique, développement des municipalités, respecter la capacité de payer des citoyens. Je m'explique. En termes de création d'emplois, évidemment, il y a ce qu'on peut aller chercher, mais il y a ce qu'on peut maintenir aussi. Par exemple, là, cet après-midi, je vais être à Sébec, à Uniboard. Il y a un comité de suivi. Donc, pas parce que ça va mal ou parce que ça va super bien, parce qu'on a décidé que le plus gros employeur privé de mon comté, on allait le suivre de près. Alors, l'automne dernier, je suis même allé rencontrer les dirigeants au siège social qui est à Laval. Je pense qu'ils n'avaient jamais vu ça. Pour s'assurer qu'on répond toujours présent quand il y a des projets de développement. Alors, ça, on l'a. J'ai rencontré Denis Bérubé de Cédrico, une usine importante qui est à Cozapscal. On s'est rencontrés à l'Assemblée nationale. On a parlé d'enjeux importants pour le développement de son entreprise. Restons à Cozapscal, il y a un projet de granules qui pourrait créer 100 emplois. Là, les attentes sont élevées parce que l'entreprise a annoncé que ça pourrait donner ça. Problème que j'ai, puis j'espère que ça va devenir une solution, on n'a toujours pas eu d'approche à notre bureau, on n'a jamais rencontré des promoteurs. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'informations non plus à la ville de Cozapscal, puis on n'a pas beaucoup dans la population. Moi, je souhaite les accompagner pour que ça puisse se faire. Alors, c'est pas en opposition. Cozapscal, là, je réponds toujours présent. Puis d'ailleurs, on va regarder d'autres dossiers à Cozapscal en 2016. Le financement de la Matamadja, du musée, je veux qu'on soit présent là, puis très présent dans cette municipalité-là, à Amkoui, à Sébec, mais dans toutes les municipalités rurales, où il y a des projets d'infrastructure importants qui attendent des réponses. Des fois, c'est franchement absurde. MADA, municipalité Amis des aînés, il y a des beaux projets de financement. Des fois, c'est 50 000 qu'on a besoin. Ils attendent depuis 2012. C'est le cas à Albertville, entre autres. À Albertville, ce qui me permet de dire que je rencontre la ministre avant Noël, projet de parc intergénérationnel, puis elle vient me voir toute contente, puis elle dit « C'est réglé! » J'ai dit « Le financement? » On dit « Oh oui, c'est réglé. » Alors moi, je vais dire ça aux gens d'Albertville, j'ai la parole de la ministre. Mais là, ça a l'air que non. Là, il faut aller voir aux affaires municipales. Alors, pour les gens d'Albertville là, qui vont nous entendre, là, je vous ai transmis la parole de la ministre, ça a l'air que c'est pas réglé. On va travailler pour que ça le soit. Je les ai relancés il y a quelques jours encore. Même affaire à Amkoui, même affaire à Saint-Moïse, même affaire à Sainte-Florence. 4 beaux projets qui ont été montés par les municipalités qui sont en attente. Mais il y a d'autres choses qu'on peut regarder. Il y a une usine là, qui est un peu abandonnée à Amkoui. Je ne la prononce jamais de la bonne façon. Aiken ou Chicken, bon, vous voyez de quoi je parle. Moi, j'ai envie d'aller rencontrer les propriétaires à Montréal et leur dire, faites quoi avec la bâtisse? La vendez-vous? Il y a peut-être des projets intéressants. Je suis allé visiter le CEREX ce matin. Les autres, ils en ont des projets. Alors, on va faire bouger les choses, puis on va être innovant, ça c'est sûr. Vous avez parlé en première partie, dans le bilan 2015, de ce qui s'est passé en forêt, les coupures dans les programmes d'aide en emploi. Dès les premiers jours de janvier, on vous a vu dans les médias, entre autres dans l'avant-poste, comme quoi que l'industrie forestière serait une priorité. Qu'est-ce que vous avez en tête de ce côté-là? Bon, l'industrie forestière, je vous ai parlé de Uniborn, c'est dans la forêt. Je vous ai parlé de Cédrico. Je vous ai parlé de la granule, elle est toujours dans la forêt. Développement avec le CEREX, mais aussi... dans la chaîne forestière, il y a les propriétaires de l'eau privée. Donc, l'aménagement forestier, ça les touche, mais il y a un péril qui s'ajoute dans la Matapédia, puis ça s'appelle la tordeuse du bourgeon d'Épinette. Alors, j'ai eu l'occasion l'été dernier de me rendre à Saint-Alexandre-des-Lacs pour l'anniversaire de la municipalité, mais le maire en a profité pour me faire une visite de la forêt. Puis lui, c'est un professionnel de la forêt. Qu'est-ce qu'on a réalisé? C'est que la tordeuse est bien présente, non seulement dans sa municipalité, mais ailleurs, ce qui crée des manques à gagner énormes. C'est une épidémie, carrément. Alors, on a tous su que le gouvernement du Québec arrosait les terres publiques pour prévenir l'épidémie. La question que je pose, pourquoi il ne le fait pas sur les lots privés aussi? Et c'est l'intervention que je fais, pourquoi il ne vient pas aider les propriétaires privés? J'ai appris, moi, dans le Journal Le Québec, la semaine dernière, que la compagnie Résolu a eu un beau cadeau sur la Côte-Nord. Ça vaut à peu près 10 millions pour compenser ses pertes liées à la tordeuse. Mais moi, des propriétaires de l'eau privée de la Matapédia qui auront des pertes, j'en connais pas mal. Et je demande au gouvernement du Québec de prévenir cette épidémie et d'arroser aussi les lots privés. Alors, c'est un actif, ça, qui est une richesse pour nous, puis qui a une valeur pour les propriétaires aussi. Alors ça fait partie des enjeux de la forêt, puis de trouver des débouchés aussi pour de nouveaux produits dans le domaine de l'habitation, entre autres. Au CEREX, là, vous savez, le nombre de projets qu'ils ont et le nombre de diplômés de très haut calibre qui travaillent chaque jour à trouver des débouchés. C'est intéressant. Alors, la forêt, c'est vraiment un créneau d'excellence dans la Matapédia, mais il y en a d'autres. L'automne dernier, on a eu une grande manifestation, pas tellement loin de mon bureau, d'agriculteurs, surtout de producteurs laitiers.
Producteurs laitiers, c'est une des filières les plus solides historiquement. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Deux choses. Il y a un accord international qui va peut-être faire en sorte que du fromage d'ailleurs rentre, inquiétant. Puis là, il y a des protéines laitières qui rentrent sur le territoire du Québec. Ça les inquiète aussi. Puis j'ai vu une statistique la semaine dernière que le nombre d'entreprises en difficulté dans le laitier augmente. On n'aurait jamais pensé ça il y a quelques années. Alors, le gouvernement fédéral, il y a un rôle à jouer aussi, avec les relations étrangères. On a un nouveau député, on va laisser la chance aux coureurs, mais je suis convaincu que le gouvernement fédéral pourrait être beaucoup plus présent dans notre région. Après tout, 50% de nos taxes et nos impôts qu'on envoie à Ottawa. Pas vu beaucoup de retour de ça dans les dernières années. On va souhaiter qu'ils soient présents parce qu'ils ont un rôle à jouer puis parce que c'est notre argent. En terminant, on a parlé à un certain moment de l'impact tarifaire de la filière éolienne. Ouais. Il y a une étude qui est sortie de Gaspé, du Technocentre, si je ne me trompe pas, de l'éolien à Gaspé. Vous avez commenté là-dessus. Est-ce qu'il y a des impacts qui vont se faire sentir ici? La Matapédia, proprement dit, n'est pas ce qu'on appelle sur le territoire désigné de l'éolien. C'est-à-dire c'est la Gaspésie administrative et la MRC de la Matanie. Par contre, on en bénéficie parce que la MRC de la Matapédia est partenaire de différentes façons. Sur un projet communautaire avec les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, la FEU, Conférence régionale des élus, mais ça se poursuit, et la Nation malécite de Vigée. C'est un projet qui va rapporter plus d'1 million de dollars annuellement pendant 20 ans, fois 20 ans, donc on est partenaire de l'éolien. Aussi parce qu'il y a des parcs éoliens sur notre territoire. On en a inauguré un l'été dernier, en 2015, à Sainte-Marguerite-Marie. Donc, il y a des retombées. Puis, est-ce qu'il pourra en avoir d'autres, outre le lac Alfred, sur le territoire? Peut-être, peut-être. L'idée, c'est pas de saturer les paysages, il n'y a personne qui souhaite ça. Mais dans des lieux inhabités, peut-être. C'est des revenus supplémentaires. Et la filière s'est beaucoup améliorée. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de détracteurs de l'éolien. Entre autres, certains analystes économiques, plutôt à droite, la coalition Avenir Québec, eux autres, ils ne se gênent pas pour frapper sur notre région régulièrement. Ils sont assez gênés, par contre, de venir nous le dire devant nous. L'étude, ce qu'elle démontre, de façon très rigoureuse, c'est que l'éolien, c'est pas le responsable de tous les maux d'Hydro-Québec. Qu'Hydro-Québec s'est rendu l'État dans l'État. Pas de transparence, pas de rendement, pas de résultats. Eux autres, ils veulent juste faire des barrages. Ils ne sont pas si ouverts que ça aux nouvelles technologies. Donc, il y a un grand exercice à faire, puis un grand ménage à faire qu'Hydro-Québec pour que ça redevienne une grande organisation qui fait la fierté des Québécois. Alors, je pense que ça a ébranlé pas mal parce qu'ils n'ont pas réagi tant que ça. L'étude nous donne raison. C'est sûr que l'éolien est moins présent dans ses retombées, dans la Matapédia, mais en même temps, il y a des entreprises, entre autres, dans le domaine de l'électricité, qui sont impliqués dans la Matapédia. Il y a des sous-traitants impliqués, puis il y a des gens qui travaillent autour là, dans les usines. Alors, c'est une bonne nouvelle, cette étude, parce que ça vient rétablir la vérité quant à la filière éolienne et ses possibilités pour l'avenir pour notre région, concrètement. On a appris en terminant là, qu'il y avait une conférence qui allait s'organiser avec les entrepreneurs de la Matapédia, pas juste les entrepreneurs, là. Tout le monde, ben, en fait, c'est une tradition que moi j'ai depuis des années de chacune des MRC. Là, je m'impose l'exercice suivant de présenter mon plan de match pour l'année. C'est beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que je tiens à faire. C'est un exercice ouvert à l'ensemble de la population. C'est le 3 mars prochain au Select Hotel. C'est une conférence que je vais faire sur les grands défis de l'année, puis je donne des statistiques à jour, puis je lance un certain nombre de défis à la région, puis je dis ce que je vais faire, puis des pistes de réflexion. Donc, quiconque s'intéresse à l'avenir de la Matapédia sont les bienvenus à cette conférence du 3 mars prochain. Et on sort de là habituellement avec beaucoup d'énergie et de motivation. J'en ai fait une première à matin la semaine dernière. C'était un grand succès, c'était plein. Ça va être la même chose à Montjoly, à ce qu'on me dit. Et j'espère que ça va être la même chose à Amqui. Alors, aux gens d'affaires, aux gens du développement économique, aux élus municipaux, mais à la population en général, venez me rencontrer. Vous allez voir qu'on va avoir des bons échanges. Et aussi, je me nourris non seulement du repas qui va être servi là, mais aussi des réflexions de mes concitoyens de la Matapédia pour qui j'ai la plus haute estime. Ouais. Pour les gens intéressés, de quelle façon ils peuvent s'inscrire? Auprès de la Chambre de commerce de la Matapédia, en les téléphonant, en leur écrivant, mais il y aura aussi de la publicité qui va être faite là, sur les réseaux sociaux, dans les médias locaux. Alors, les gens vont pouvoir s'inscrire assez facilement, puis ça me fait plaisir de les rencontrer, mais de toute façon, toujours disponible. Moi, j'ai un bureau à Amqui. Je m'étais engagé d'en avoir un. Il est ouvert à temps plein. J'ai quelqu'un qui y est. J'ai également mes bureaux de comté mobile qui vont se poursuivre, qui vont recommencer en début d'année. Alors, je suis très présent sur le territoire de la Matapédia et ça me fait très plaisir d'échanger avec les gens de chez nous à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est
C'est un plaisir, M. Bérubé. Étant donné que c'est notre première rencontre, je peux encore vous souhaiter la bonne année et puis une excellente rentrée. Et puis à vous aussi et à l'ensemble de vos téléspectateurs qui sont très attachés à leur télévision communautaire. Et ça, c'est historique dans la Matapédia. Alors, heureusement qu'on vous a, parce que je trouve souvent que nos grands réseaux nationaux se désintéressent à tort de la Matapédia, mais vous êtes toujours là et ça, c'est digne de mention. On est présent. Merci. En tant que président de la campagne Centraide dans la vallée de la Matapédia, je vous invite à vous joindre à nous pour une soirée toute spéciale. Réservez votre 13 février prochain pour un souper fondu chinois à volonté à la salle communautaire d'Amqui. Le repas sera suivi d'une soirée dansante avec le groupe Jukebox de Rock Paradis. Procurez-vous des billets en téléphonant au 629-6623 ou auprès des organismes partenaires. Le coût est de seulement 35 $ par personne et tous les profits seront remis à Centraide Bas-Saint-Laurent. Parlez-en à vos amis. Soirée de plaisir garantie. Voici M. Gaétan Ruet, maire d'Amqui, qui vous présente son bilan de 2015. Monsieur Ruet, on est ici pour faire une revue de l'année 2015 avec plusieurs éléments qui ont été discutés lors des conseils de ville. Puis, entre autres, il y a eu les prévisions budgétaires pour 2015 avec l'austérité. Ça n'a pas été facile encore cette année, en 2015. Effectivement, Mme Nathalie, ça n'a pas été facile pour nous en 2015, puis ça ne sera pas plus pour 2016. Mais quand même, il faut se rappeler qu'en 2015, malgré qu'on a eu ces contraintes budgétaires que le gouvernement Couillard nous a imposées aux municipalités et villes du Québec, c'est qu'on a quand même fait pour la première fois un budget sans hausse de taxes. Fait que c'était assez spécial, mais on peut pas faire ça trop souvent. Non, parce que là, c'est vraiment trop serré. C'est difficile d'avoir des marges de manœuvre. On prend du retard un peu sur les marges. S'il faut compresser, si on n'a pas les moyens de faire ces dépenses-là, on doit se restreindre sur d'autres choses. Puis là, à ce moment-là, ça peut faire qu'il y a des choses qui s'accumulent puis qui prennent du retard. Il faut suivre, je pense, l'indice du coût de la vie. Je pense que les gens sont capables d'accepter ça, l'indice du coût de la vie. Ceux-là il y en a qui retardent les hausses de taxes, puis à un moment donné, ils disent, moi, il n'y aura pas. Puis si c'est pas lui qui le fait, puis que c'est quelqu'un d'autre qui prend la charge de la mairie, puis qui se retrouve, qui est obligé de reprendre, puis qui là, est obligé de faire une hausse brusque comme ça, les gens ne le prennent pas. Là. Ça, c'est vraiment dur. Non, on ne peut pas agir comme ça. Mm-hmm. On peut faire par contre des économies, mais en faisant des investissements comme par exemple l'éclairage au DEL dans l'aréna. Oui, ça c'est un virage incontournable. Tout ce qui est éclairage partout dans la société qu'on connaît aujourd'hui, on s'en va tous, on s'en va sur partout où il y a de l'éclairage. Il faut que ça vire avec cette nouvelle technologie-là qui donne un meilleur éclairage. L'éclairage est beaucoup plus agréable. Et puis, les lampes tirent beaucoup moins d'énergie pour un éclairage plus efficace, puis avec un entretien beaucoup moindre. C'est des économies de l'ordre de peut-être 5 fois moindre. Là. Fait qu'on a eu un aide, il y avait un programme, puis on a fait le changement aux lampes au DEL à l'aréna, qu'on sait que quand même, on a fait des travaux bargeurs dans l'aréna dès mon arrivée comme maire à Amqui, je crois au début des années 2000. Fait que habituellement, on touche des améliorations là, après une vingtaine d'années, des fois, mais là, c'était quand même plus rapide. Là. Mais les LED, ils n'existaient pas à ce moment-là, sinon on les aurait installés. Oui. Et puis, on va y aller aussi progressivement sur les rues de la ville, puis dans les bâtiments publics, changer les fluorescents pour des fluorescents LED, il faut s'en aller à ça. Puis, il y a aussi le règlement pour protéger les sources d'eau. Ça aussi, on reste un peu dans l'économie puis l'écologie. Oui. C'est incontournable. C'est incontournable et on peut... le gouvernement, sous la pression de plusieurs groupes environnementaux, a revisé son règlement provincial, mais pour nous et pour bien les municipalités du Québec, on se dit que les distances de protection sont pas assez larges. Ça devrait être de 3 à 6 km, là. Si on prend dans la zone de Gaspé où ils font des forages de pétrole, ils ont dit 500 mètres. C'est pas assez. L'eau, là, c'est précieux. Puis les communautés qui en ont, il faut qu'ils protègent. Écoute, le pétrole, là, ils peuvent en chercher ailleurs, partout. Là, il faudrait qu'ils en trouvent, puis il faudrait qu'ils creusent à peu près n'importe où. T'en as, dans ta cour, la loi des mines de 1880 le permettrait d'y aller. C'est un non-sens. Alors, c'est un des biens communs les plus précieux. L'eau, l'air
l'air pur, l'eau pure, ça c'est important. Et nous sommes les gardiens. Mais au-dessus de nous, on a le papa, la maman, là, le gouvernement, qui lui a des devoirs à faire parce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Lui, il a le droit d'imposer les règlements. Alors, on lui demande de revoir ce règlement-là, mais on n'a pas eu ben de réponse là-dessus. Là. Tous les municipalités et villes qui ont fait cette démarche-là ensemble, là, on n'a pas eu de retour d'ascenseur là-dessus. Là. Le téléphone n'a pas sonné. Oui. Mais heureusement, le téléphone a sonné pour le programme pour Accès Logis. Ça, il va avoir un retour. Ouais, là, on vient d'apprendre à la éventuellement. dernière réunion du Conseil des maires là, que le gouvernement a décidé de remettre un peu d'argent là-dedans. Mais il remet quoi, là? Peut-être le 10e de ce qu'il y avait l'habitude de mettre. On faisait peut-être ici dans Matapédia un 150 à 160 dossiers d'amélioration. Et puis, ça, c'est M. Robin Saint-Jean qui, à la MRC, est responsable de ce programme-là. Puis là, tout d'un coup, là, pour le 2015, et ça a été annoncé en 2014, parmi toutes les nombreuses coupures de M. Couillard, donc les gens en connaissent plusieurs, il y a eu celui-là. On abolit le programme Accès Logis. Il y a bien du monde, là. Il y avait, je ne sais pas, un 75 à 80 dossiers, c'est pas 89, comme on a dit à la MRC, de gens qui s'attendaient d'avoir une aide pour améliorer leur logis. Quand ils améliorent leur logis, ça améliore leur sécurité, ça améliore leur mieux-être. C'est un Puis, investissement pour la société. c'est un investissement pour la société parce que là, si leur immeuble est maintenu en bonne condition, bien, c'est aussi les revenus de taxes pour les communautés. Tout ça se tient ensemble. Alors, malheureusement, ils ont décidé arbitrairement, on met accès à ça. Il n'y avait aucune raison de faire ça, mais ils l'ont fait. Là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont remettre un peu d'argent. Pour la ville d'Amqui, c'est peut-être 4-5 dossiers, 5-6 qui vont pouvoir être faits. C'est pas moins, en tout cas, c'est ridicule. Mais ils reviennent de relancer. Alors, pour les gens qui auraient des besoins, qui avaient des dossiers, s'ils veulent voir si leur dossier est toujours actif ou s'ils ont besoin de le faire moduler, bien, qu'ils prennent contact avec M. Robin Saint-Jean à la MRC pour faire ça. Puis, même s'ils ne s'attendraient pas d'avoir d'argent, ça serait bien qu'ils le fassent parce que plus il va y avoir de Plus il y a une dossiers, demande, plus la MRC va pouvoir dire à notre député, mettez de la pression sur le gouvernement, puis on ne sera pas les seuls, sans aucun doute, à travers le Québec, à mettre des pressions pour essayer en sorte que le gouvernement rajoute de l'argent dans ce service-là, dans ce créneau-là. Puis, heureusement, ben, on peut aller sauver quelques sous avec la collecte des matières résiduelles qui nous fait sauver de l'argent finalement là, avec les Oui, bacs à bruns. partir du moment que là, on a mis fin avec l'entente qu'on a maintenant avec... Il y a deux choses qui ont changé grandement. C'est que pendant plusieurs années, là, nos matières résiduelles, nos déchets, là, ils s'en allaient au site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès, là, dans la région de Lanaudière. C'est un fichu de bout de chemin. Alors, même si c'est une régie intermunicipale qui nous chargeait un prix raisonnable, c'est quand même pas trop logique. Là. Le monde, il se dit, comment ça, on n'est pas capable de garder nos déchets ici dans la Matapédia? Premièrement, ça prend un site d'enfouissement technique avec une balance à l'entrée. Ça prend des membranes étanches parce que là, tu mets plus ça comme dans... J'ai vu à une époque, moi, je suis le bord du lac Castonguay, ou même avant que l'hôpital se construise, c'était en avant de l'hôpital. Là. Puis ils mettaient le feu là-dedans, puis c'était bourré de rats. Là. C'est fini l'époque des tranchées, des trous. Ça prend des fosses d'enfouissement, puis il faut que ça soit... ce que tu rentres dans le site, il faut que ça soit étalé par une couche, il faut que tu remettes de la terre, puis que ça soit compacté. Bon, mais il y a bien du matériel qui y allait dans les sites d'enfouissement jusqu'ici, qui n'avait pas d'affaire à aller là. On le voit, ce qu'on met dans le bac bleu, là, ça s'en va maintenant, ça va depuis déjà un certain nombre d'années au centre de tri de Montjoli. Mais là, ça, on était associés, la MRC de Matapédia avec la Métis, pour opérer ce centre de tri-là. On était donc propriétaires des municipalités, au prorata de nos richesses foncières. Mais là, il y a 2 ans, ça nous coûtait 90 $ la tonne. Puis on a décidé de se départir du centre de tri. Puis on a vendu ça aux entreprises Bouffard de Matane. Puis eux, ils ont modernisé, ils ont amené le volume qu'ils traitaient à Matane, ils l'ont amené là. C'est fou, là, plus tu traites de volume, si tu es bien mécanisé, plus ça diminue le coût à la tonne. Alors là, les autres, ils nous chargent maintenant 50 $ la tonne. On économise sur le volume de matière qui va au centre de tri. Puis, on ne transporte plus à Saint-Étienne-des-Grès. Maintenant, on a une entente avec le site d'enfouissement de Rivière-du-Loup. Parce que nos matières putrescibles, celles qui vont dans Grâce les aux bacs bruns, ouais. ben, ils vont à l'usine de biométhanisation. À l'usine de biométhanisation,
il y a des gens qui se disent, ouais, le compost comme à Rimouski, ouais, mais tu ne compostes pas les eaux. Il y a un paquet d'éléments que tu ne peux pas envoyer sur une plateforme de compostage. Par contre, à la biométhanisation, il y a plusieurs éléments qui ne peuvent pas aller au compostage, qui peuvent aller à la biométhanisation. Alors, la biométhanisation coûte une dizaine de dollars de moins la tonne qu'à l'enfouissement. Puis, il y a des gens là, qui n'ont pas d'égard à ça. Là. Il y en a qui sont venus même reporter le bac brun, ils ont été porter ça au garage municipal, où on m'a dit qu'il y en a qui avaient mis ça dans le cave ou dans le shed, dans le remise à l'arrière de la maison. Les bacs, là, ils n'appartiennent pas au propriétaire de la maison. Les bacs appartiennent à la maison, à la résidence, de sorte que quand la personne vend, les bacs doivent demeurer là. Puis les bacs, ils sont faits pour être utilisés. Alors, quand on fait un tri intelligent, on diminue ses coûts. Nous, on nous demande de faire nos devoirs. Bien, nous, on demande aux citoyens de les faire les leurs. OK? Il n'y a pas juste à nous autres à travailler pour que ça lui coûte le moins cher. Alors, pour que ça lui coûte le moins cher, il y a bien des choses qu'ils mettent dans le bac vert qui sont des articles qui devraient aller dans le bac bleu. Puis il y a peut-être des choses qui sont plus traçables qui devraient aller dans le bac brun, mais qui mettent dans le bac vert. Alors, si ça va dans l'enfouissement, ça coûte 10 de plus la tonne. Puis s'ils mettent ça dans le bac vert et puis ça devrait aller dans le bac bleu, bien, ça lui coûte 50 de plus la tonne. Puis il y avait une stratégie aussi de réduction à la dépendance au pétrole. Ça, ouais. Ça avait été instauré, on en a parlé en mars. Là. En fait, tout le monde devrait avoir ça au Québec, au Canada, partout sur la planète. Là. Ce qui vient de se passer à Paris, là, la COP 21, là, écoutez, là, on voit ce qui se passe, là, le dérèglement de la météo un peu partout, les glaciers qui fondent un peu aux deux pôles, les océans qui remontent, des coups d'eau énormes où on voit que c'était des déluge, ils n'ont jamais vu ça, il y a des villages qui se font ensevelir, il y a toutes sortes d'affaires. On est des humains, puis il y a juste, comme dirait le monsieur, je pense que Ban Ki-moon là, de l'ONU, il a dit, on n'a pas de plan B. Il n'y a pas une planète qui nous attend, mais que celle-ci, on l'aille massacrer. On va traverser sur l'autre. Celle sur laquelle on est, là, on doit en prendre soin. Comme ceux-là qui ont venu avant nous, là, étaient beaucoup plus respectueux. Mais là, la société de consommation, consomme, grosse bagnole, toutes sortes d'affaires où on gaspille, on jette, on fait tout, là. Bien, il y a un prix à ça, là. Puis le prix, là, on est en train d'y goûter. Ouais. Puis si on attend qu'il soit trop tard, là, bien, ça va être trop tard. Alors là, il faut agir. Donc, ici même à Amqui, nous, chacun d'entre nous, on a quelque chose qu'on peut faire. On peut être pensé à peut-être que... Est-ce qu'on a besoin d'avoir un gros pick-up, là? On en a-t-il besoin? Si on n'a pas besoin, ayons une voiture un peu plus petite. OK? Ayons quelque chose. Mais là, pour épater le voisin qui, lui, en a un gros, moi ici, ça m'en prend un gros dans ma cour. OK? Il faut, dans tout, on se promène avec des véhicules, on les laisse... tourner le moteur parce qu'on est stationné à quelque part, on est rentré parler jaser avec un ami, il est dehors, ça chauffe, mais que je sorte, la voiture va être chaude. Oui, mais là, il y en a qui ont des systèmes de démarreur. Mais même les systèmes de démarreur à distance, ça, c'est énergivore, ça contribue à notre dépendance au pétrole. Notre dépendance au pétrole, pour nous, les Québécois, ça signifie qu'on prend de l'argent qu'on a gagné ensemble, puis on envoie ça dans d'autres pays. Là, les pays qui ont des réserves de pétrole, bien, eux autres, là, ils font toutes sortes d'affaires. On sait qu'on apprend que, par exemple, l'Arabie saoudite, avec l'argent qu'ils ramassent du pétrole, ils financent les salafistes qui font des terroristes, puis ils font tout, tu sais. Alors, il y a toutes sortes de bienfaits indirects et indirects avec l'histoire de la dépendance au pétrole. Diminuons la dépendance au pétrole, on aura peut-être moins de terroristes à certaines places, puis on va avoir peut-être un air plus pur, puis tout ça. Fait que on peut faire tous et chacune des petits gestes de différents ordres. Ça est juste d'y penser. On lit, on écoute les nouvelles, on voit des choses. Alors, appliquons-nous à faire les choses comme des gens qui ont un capital entre les mains, qui nous est prêté. La planète nous est prêtée parce qu'on le sait, on va partir à un moment donné. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent après nous autres, puis ils voudraient pas ils voudraient avoir encore de l'air pur à respirer, puis ils voudraient avoir encore de l'eau pure à boire. Alors, on doit faire de même. Oui. Puis ça va permettre de pouvoir continuer à faire des sports extérieurs, comme là, il y avait l'aire de jeu des aînés qui avait été parlé en avril. Oui, on appelle ça des aires de jeu des aînés, mais toutes les municipalités qui installent ces appareils d'exercice très simples, faciles, les municipalités qui ont ça, ils se rendent compte que c'est pas juste des aînés qui utilisent ces appareils-là, les enfants, les parents plus jeunes, alors... C'est vraiment pour tout le monde. Ça nous permet de garder la condition physique.
Et les appareils, le projet qu'on a ici à la ville, qu'on est en attente d'une décision gouvernementale. Là, on nous dit encore dernièrement qu'on va avoir une réponse. Puis là, ben, on a passé l'année, fait que là, c'est plus le temps de construire, même s'il n'y a pas de neige ou à peu près pas, qu'on n'ira pas les installer parce que, premièrement, on ne peut pas rien faire tant qu'on n'a pas eu la lettre officielle du ministre qui dit « Vous avez l'argent ». Parce que si on fait avant, ça veut dire qu'on est capable de le faire sans l'aide financière. Ouais. C'est aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, on attend. Fait que là, on est en espoir de pouvoir avoir ça. Là, on y va pour l'année, l'été 2016. Alors, on est confiant que ça va arriver. Puis, tout ce qui est programmé, c'est qu'on va avoir des modules qui vont être installés ici, dans le parc à côté de l'Hôtel de Ville. Puis, il va en avoir au parc Pierre et Maurice Gagné. Ouais. Fait que ça va amener les gens à bouger aux deux places s'ils veulent voir les deux systèmes de jeu. Ben oui. Ouais. Puis ça bouge de toute façon dans la vallée. Il y a le Grand Prix cycliste qui est revenu, le triathlon aussi. Oui, le Grand Prix cycliste qui va en être à sa 5e année. Puis le triathlon, je crois qu'il en sera sa 3e. Le Grand Prix cycliste qui est passé à un niveau international, là, qui dure sur 5 jours, qui met à contribution plusieurs municipalités matapédiennes. C'est fantastique. Puis les municipalités qui sont appelées à contribuer, à s'associer, ils le font. Ça nous amène à travailler encore plus ensemble. C'est un projet important qui amène une visibilité et qui va en grandissant parce que c'est difficile pour les coureurs. Quand on leur parle à ces jeunes-là, ils sont vraiment contents de venir dans une région comme la nôtre, qui est magnifique, puis les gens qui les accueillent bien, que c'est bien organisé, puis qu'ils peuvent s'entraîner, puis ils aiment ça faire des compétitions. Et là, il y aura un petit changement, puis M. Fugère pourra l'annoncer, mais on devra faire une croix sur un des éléments du Grand Prix qui était le Tour de la Petite Gaspésie, puisque ça cause des problèmes avec la circulation sur la 132. Fait qu'on aura deux courses de grande distance. On va revenir avec la course qui passait par Sébec, Sainte-Paul, puis qui revient par la rivière Matane et tout ça. Mais le programme sera dévoilé au complet puis tout. Puis le triathlon, ben c'est 80 du monde de la vallée, d'Amqui. On voit les effets de ça, entre autres, dans la piscine. Il y a des gens là, qui se sont mis à s'entraîner pour de vrai, là, à l'année, là, parce qu'ils veulent être en forme au triathlon puis vraiment avoir des bons résultats. Fait que ça, c'est des belles activités de plein air. Puis à l'école polyvalente qui ont démarré quelque chose eux-mêmes autour de l'école. Ça fait que toutes ces choses-là. Alors, c'est des belles activités ici qui ont été démarrées, puis on a eu une belle complicité avec les gens de la Route verte. Puis M. Fugère, maintenant, qui est rendu le directeur à la station de ski Val-d'Irène, puis qui manque pas d'idées, puis je pense que Val-d'Irène va connaître une nouvelle ère avec son arrivée. Mais là, il ne peut pas rien faire, l'année ne veut pas arriver. Fait que là, il y a de la neige qui va démarrer pour de vrai, vous allez le voir. Là, je vais parler du tourisme à la gare. Ça a changé de lieu, là. Oui, on était venu là à un moment kiosque. donné, un été. On avait fait le kiosque touristique avait été là un été. Mais il était retourné là où tout le monde connaît le kiosque touristique voisin du pont de la couvert de l'Anse-Saint-Jean. Là. Fait que l'année passée, on a décidé, avec le départ de l'organisme La Cachette, là, le groupe des artisans et des artisans qui se levait là depuis quelques années, le local revenait disponible. Puis le gros bon sens dit que le tourisme, on doit l'informer au centre même de la communauté. Mais à l'époque, quand le kiosque touristique a été placé à l'extérieur de la ville, si on peut dire, quand même dans les limites de la paroisse, c'était la paroisse à l'époque. C'est la paroisse qui gérait ça, mais avec la fusion en 91, la ville s'est retrouvée avec le kiosque d'information touristique, on l'a géré, tout ça. Mais l'ambition de la ville, c'est de plus en plus d'avoir un centre d'animation touristique construit autour de la gare. Hein? Alors, on n'a pas fait disparaître la cantine de la gare pour rien, c'est parce qu'on a l'ambition d'aménager cet espace-là. Mais là, les demandes, les projets sont là en attente d'un bord puis de l'autre. Mais dans un premier geste, on a amené l'information touristique là. Les résultats sont très encourageants, à la fois par les échos qu'on en a des gens qui ont des commerces de services autour. Là. On prend l'hôtel Gagnon, Portion Magique, je pense la Gourmandise, les autres ont ressenti le fait qu'il y avait plus de gens qui bougeaient dans la période où le touriste passe. Parce que ils sont amenés à s'arrêter à la gare pour l'information touristique, puis ils ont du stationnement voisin de part et d'autre. Puis à la présence maintenant, en avant depuis quelques années, on sait de la fontaine, et puis bon. Fait que c'est ce qu'on veut.
Faire arrêter les touristes. Les touristes Ben passent oui. puis ils n'arrêtent pas. Ouais. Ben là, on travaille là-dessus pour les faire arrêter. Puis s'ils arrêtent, ben là, ils se rendent compte que peut-être qu'ils ont faim, ils veulent aller manger, ils veulent aller faire Ouais, autre chose. Hein? Puis encore un point positif là, Ouais, pour c'est 2015. Oui. Ensuite, en juillet, ben là, pavage. Tout ce qui est asphaltage, c'est... Ah oui, tout le monde, là, ils veulent l'asphalte neuve, là. Si on pouvait en mettre partout, on aurait 5 millions à mettre, là. Ben, ouais, entre 3 à 5 millions minimum, là. Et... Premièrement, il y a depuis 2 années, là, il faut s'en rendre compte, là. Il y a 2 hivers, là, ceux-là qui ont les factures, qui regardent les factures de chauffage, qui ont dû s'en rendre compte, là. Ça a été salé. Hydro-Québec ont fait des meilleurs profits, ouais, mais ils ont pris l'argent dans les poches du monde parce que le monde a des de se chauffer plus. Alors, avec ces grands froids-là qui ont duré plus longtemps, le gel est descendu plus profondément dans le sol. Les normes du Code national du bâtiment nous disent que dans une région comme la nôtre, on doit mettre les services publics à 7 pieds dans le sol. Bien là, l'hiver passé, ça a gelé jusqu'à 9 pieds. Fait que ça a fait quoi? Il y a plusieurs entrées de maisons qui ont gelé, tout ça. Quand ça gèle, là, ça veut dire que ça gonfle. Puis quand ça gonfle, ça s'en va pas vers le centre de la terre, ça monte en haut. Et si c'est un rang avec du pavage, ça fait quoi? L'asphalte lève à longueur, ou en tout cas, pas mal. Et là, ça dégole tout par galette. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes de la crazy glue pour coller les morceaux d'asphalte qui ont décollé? Non, non. Là, il faut que tu t'enlèves ça, il faut t'en mettre de la neuve. Puis le plan de pavage, lui, à Valbriand-Sébec, là, il ouvre pas, là, tout de suite, là, quand il commence à faire soleil, là. Non, non, ça commence des fois en juin, tard, puis il y a toutes sortes de raisons, ça prend du temps. Puis là, si tu as d'autres priorités, parce que là, il faut que tu ailles réparer, puis on a des équipes réduites, puis l'été, en plus, les gens ont plus tendance à prendre les vacances là. Hein? Donc, on a des équipes réduites, il faudrait tout faire. Puis si on a plus eu de problèmes accumulés en raison d'un hiver plus dur, bien là, c'est sûr que les gens... Là, on va prendre le virage. Là, on s'en va vers le virage pour les voiries. La voirie rurale, on s'enligne pour, comme on dit, là, pour faire ce qu'on appelle du décohésionnement avec les grosses machines de type allemande. Là. Il y en a qui ont dû les voir passer comme dans le rang Saint-Jean-Baptiste. On met du gravier, une épaisseur sur le pavage, puis là, la machine vient puis elle broie tout ça ensemble. Ça fait qu'il va y avoir une bonne épaisseur de matériaux qui devient uniforme. Là. Il n'y a pas ici une plaque de terre jaune qui a été oubliée, puis que le printemps, puis il y a une panse de vache, il y a un nid de poule qui sort là, puis il y a une autre affaire. Il faut uniformiser la surface, donner une couronne. Quand la pluie tombe, il faut qu'elle soit chassée vers les fossés, puis il faut s'assurer que les fossés sont là, puis qu'ils sont entretenus. Alors, on va changer de méthode. Les places comme le rang Saint-Baptiste, c'est sûr qu'il n'était pas question pour nous d'enlever le pavage, on a dû le refaire, mais on a des argents qu'on pouvait toucher, dû au fait que depuis quelques années, le gouvernement impose maintenant aux exploitants de sablières et gravières une remise aux municipalités et villes de plus de 50 cents le mètre cube, je crois. Bon, alors ça nous donne un fonds qu'on a pu utiliser. On en met, mais on a pu faire ça. On a complété le rang Saint-Baptiste, mais on ne peut pas faire ça avec tous les rangs, on n'a pas d'argent pour ça. Il faut passer en mode de surface au gravier, avec le bon gravier, avec une bonne couronne formée et entretenue par nos niveleuses, nos gens qui travaillent sur ces machines-là, puis mettre plus d'abat de poussière, si c'est 2, si c'est nécessaire 3 fois dans les zones où il y a des maisons. Parce que les madames, quand ils mettent leur linge en corde, ils veulent pas qu'ils la rentrée du soir avec la poussière du rang en avant, là, OK? Puis c'est comprenable. Puis les enfants qui sont sortis jouer dehors, ils en passent tout plein de poussière pour les débarbouilleter un peu plus fort. Non, là, il faut... nous, on comprend que les gens veulent avoir un service décent, mais en même temps, ils veulent pas que toutes les taxes montent. Là, il faut envisager. Et puis, c'est prévu pour le prochain budget. Là, on rentre là-dedans. Mais le pavage, le printemps dernier, là, ça n'a pas été aussi vite que certains auraient voulu. Mais parce qu'il fallait en ramasser du défait dans les rangs, puis il fallait en refaire. Puis on avait des entrées qui avaient pété. En tout cas, un ensemble de choses. Puis on avait des effectifs réduits, mais on travaille fort pour essayer de donner le service que les gens sont en droit de s'attendre. Mais en 2016, ça 2016, là, ils promet. vont voir qu'on Il y a une coche. monte d'une coche. On monte d'une coche, on est sérieux. Un autre monument qui a été érigé, c'est l'Agora. Oui, on peut dire quasiment un monument, mais c'est quasiment une œuvre d'art, effectivement. C'est probablement la seule agora au Québec présentement en bois d'art massif. La seule en bois d'art massif.
OK. Il y a des gens, pour dénigrer le projet, ils disaient ça va se faire. Ouais, ça va se faire avec du petit bois, là, du bois de grange, puis ça va partir au vent. Là, puis, tu sais, je sais pas ce qu'ils prenaient des affaires de même, puis ils lançaient ça dans la tête du monde. La même affaire, ils disaient oh, ça va être bien trop cher pour nous autres, ça coûte 600 000 $. Oui, tout, quand tu inclus à la fois le drainage qu'on a dû faire en face de la zone où l'agora, où les gens vont venir pour regarder les spectacles, cette aire-là, là, on se rappellera que cette partie-là de la rivière, là, elle a été remplie avec des matériaux gélifs, les matériaux qui gardent l'eau, qui étaient en dessous de la route 132. Ça n'a pas coûté cher à la ville pour remplir, parce que là, c'était ce matériau-là, mais quand il pleut quelques jours de temps, là, même s'il y a du gazon en surface, c'est spongieux, monsieur. OK? Il faut que ça soit asséché. Fait que là, on a dû faire des travaux. Ça a coûté 60 000 $, je crois, cette affaire-là. Et l'agora, il fallait qu'elle aille à cet endroit-là. Mais ça, c'est du remplissage. Puis avant, le fond de la rivière, c'était de la base. Fait que pour faire une agora qui se tient et qui ne cante pas au vent comme la tour de Pise, il fallait faire des fondations qui iraient dans le fond. Et ça coûte cher. Si on avait été sur un fond de banc de gravier, là, les fondations auraient pu être assises en surface, puis ça serait tenu debout. Non, il fallait descendre dans le fond, faire des assises dans le fond, puis repartir avec des colonnes pour aller porter l'agora. Ça, c'est sûr que ça coûtait plus cher. Mais il y avait des subventions. Mais là, c'est ça, les subventions, parce que cette agora-là, on a sollicité le programme de Patrimoine Canada qui aide les municipalités qui fait des 25, des 50, des 75, tu sais, par 25. Il y a un programme où on peut avoir accès à des sommes. Mais c'est pas parce qu'on présente un projet qu'on a automatiquement de l'argent. Comme là, moi, j'en ai fait des téléphones, j'en ai fait des démarches continuelles là, pour essayer de sortir de l'argent de là. On pensait qu'on irait chercher un 200, 250 000. Finalement, on a eu 137 000. Mais on fait partie du tiers des villes qui avaient déposé des projets qui ont eu de l'argent. OK? Le tiers. Et ceux-là qui sont à Ottawa puis ailleurs, là, ils savent que je les ai appelés puis que je les ai fait des courriels puis des téléphones. Bon. Puis là, de l'autre côté, comme on n'avait pas le quart de million qu'on s'attendait, ben monsieur, notre député Pascal Bérubé était aussi ministre à ce moment-là dans le gouvernement de Mme Marois, dans cette période-là. Ben il a réussi à faire sortir 100 000 $ du fonds conjoncturel du ministère des Affaires municipales et des régions. Alors, 100 000, plus 137 000, plus on a mis 25 000, nous, au niveau de la SADAM. Je crois que le PAC rural. La facture nette pour les citoyens d'Amqui, là, ceux qui entendaient ça, là, ben, bouchez-moi le clapette de ceux-là qui se promènent dans la ville et disent ça coûte trop cher, puis ça coûte 100 000. C'est pas vrai. Ça va coûter 160 et quelques mille. Il y a des citoyens, il y a des membres du conseil qui finalement ont décidé de changer leur position quand ils ont dit on change notre position, on est pour l'agora à condition que la contribution de la ville ne soit pas plus que 200 000. Ça coûte moins que ça, finalement. Puis finalement, ça coûte moins que ça. Alors, ils ont mis une barre, ils ont mis un plafond, puis ils ont dit on est prêt à botter si ça s'arrête là. Il y en a qui n'ont pas changé d'idée, ils ont dit on est contre, ça coûte trop cher, puis on n'a pas besoin de ça, puis on a besoin de ci, puis on a besoin de ça. Mais au moins, il y a eu 3 personnes qui ont dit on est pour, puis bon, quand il y en a 3 qui votent dans le sens que. Dans le sens où, disons que le maire veut aller, là, ben, le maire met son vote, puis ça passe. Hein? Fait que là, on a un agora aujourd'hui, puis là, il y en a qui passent. Ah, ben là, si j'avais su que c'était si beau de même, j'aurais été pour, j'aurais été en faveur. Mais ça fait penser au pont Beau-Séjour. Quand j'ai voulu amener le pont couvert Beau-Séjour, il y en avait qui étaient allés le voir en arrière de Rimouski à Saint-Odile, puis il disait ça a l'air du diable, la tour est touillée, c'est tout. Le maire avait amené une vieille affaire à Amqui, on est contre ça. Une fois que ça a eu été fini, ah, ben là, si on avait su, on aurait voté pour. Tu sais, on aurait voté pour. Ben oui, c'est de même dans plusieurs dossiers depuis le début, là. Mais c'est comme ça. La maison Dillon-Vallée, elle serait disparue aujourd'hui si ça avait été ça, là. Ils ont dit, ah, on va faire des places de stationnement, à l'air du diable, le feu a passé dedans. Ben là, le monsieur Éric Boudiane avec sa conjointe, Mme Cécile Coulombe, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ceux-là qui ont été à visiter, là. Ils sont-ils contents de l'avoir ou pas? Alors, combien? Moi, le cinéma Figaro, quand je suis arrivé à Amqui, là, quand je suis arrivé au conseil de ville, la décision qui était prise par le précédent conseil, c'est qu'on mettait le cinéma Figaro à terre, parce que ça a été rendu une salle de quai qui avait fait faillite, puis on faisait une belle place de stationnement pour le palais de justice. OK? Alors là, il y en avait 3 qui étaient pour, 3 contre, j'ai voté pour, alors on a un cinéma Figaro. Mon chemin de vie à la ville d'Amqui, c'était un chemin de croix, là, de bataille en bataille, mais on dirait que
Finalement, là, ceux-là qui disent, ben, il était fou, il était malade, il fait des conneries avec l'argent des citoyens, ben, après coup, là, ils se rendent compte que c'est pas si bête que ça, des affaires. Là, il va y avoir aussi un jardin communautaire qui s'en vient en plus. Bien, c'est, ça, depuis 98 que je travaille là-dessus, à un moment donné, il y avait un groupe qui était avec M. Denis Bérubé, qui était le fils d'un ex-maire de la ville d'Amqui, qui est décédé aujourd'hui. Puis avec d'autres gens, il y avait monté un petit projet dans le chemin des Gauchos en s'en allant vers Lac-aux-Saumons. Il était même dans Lac-aux-Saumons parce qu'il n'avait pas pu avoir de terrain proche. Et puis après ça, moi, je souhaitais faire l'acquisition d'un terrain qui est une zone un peu inondable, là. L'ancien terrain d'un des premiers citoyens d'Amqui, là, à M. Brochu. Mais aujourd'hui, la propriété de M. Jean-Rémy Dupont, qui a commencé à cultiver de l'ail puis d'autres choses. Puis ça fait longtemps là, que je souhaite avoir un projet un terrain communautaire que la population peut aller se faire un petit jardinet, là, un espace de jardin, puis avoir quelques arbres fruitiers, puis un endroit où ils peuvent se jaser, amener les enfants. Bien là, on va l'avoir. On va l'avoir parce que, premièrement, on avait un site intéressant qui foutait à rien, qui était le site du puits numéro 3 dans la rue Odette, à la tête, en bas du lac Bossé. Pour ceux-là qui connaissent la rue Odette, il y a un puits qui est désaffecté. La ville a 4 puits, mais le puits numéro 3, il est désaffecté parce qu'il est colmaté. Il fournit plus assez d'eau. Donc, tout cet espace-là est clôturé. C'était au gravier. Fait que là, les gens de Moisson-Vallée, ils ont dit, nous, on est prêts à rentrer là-dedans parce que nous, ça nous prend des aliments. On est dans ce domaine-là. On a besoin, notre clientèle, on cherche à aussi, à pas juste de fournir des paniers. On peut les encourager à dire, écoute, on peut le mettre fournir des paniers, mais tu es en forme, viens donc t'en faire de la nourriture. Ouais. On a un espace pour ça. Mais si tu ne l'as pas, l'espace, tu peux pas. Fait que là, on a un espace aménagé qui va entrer en exploitation. Une première section, les gens de Moisson-Vallée vont débuter le jardin communautaire le printemps prochain, 2016. Et les gens qui pensent, qui aimeraient aller avoir leur espace jardin, mais qui communiquent avec les gens chez Moisson-Vallée, Mme Brigitte Pellerin ou M. Gilbert Lévesque, le président. Puis s'il y en a qui ont des outils de jardinage, puis qui ont ça dans la remise arrière, qui ont ça dans la gare, ils ne savent plus quoi en faire parce que là, ils sont trop vieux pour en faire, puis ils savent qu'ils n'iront même pas au jardin communautaire, puis qu'ils veulent rendre service, bien, qu'ils appellent Moisson-Vallée en leur disant, on a des outils à vous prêter. Puis il y a des gens qui n'en ont pas, puis qui vont aller se faire du jardinage, mais au moins, ils auront des outils là sur place, parce qu'il y aura des gens assez généreux qui en auront donné. Alors, quand tout le monde se met ensemble, comme tu disais tantôt, là, on peut faire des belles choses. Tu sais. Si on veut penser là, à travailler, à s'entraider, là, on se rend la vie beaucoup plus agréable pour tout le monde. Mais certainement. L'Auberge Beau Séjour d'Amqui, c'est bien plus qu'un restaurant avec ses menus midi et sa table gourmande du soir. C'est des soirées thématiques pour vos fêtes privées. C'est des chambres confortables et abordables dans un décor d'antan. C'est un service de massothérapie reconnu par la Fédération des massothérapeutes du Québec. C'est une chocolaterie artisanale et une boutique de produits régionaux ouverte à l'année. Quand viendra le temps de faire plaisir à l'un de vos proches, vous penserez à l'Auberge Beau Séjour d'Amqui. 629-55-31. Une consultation publique concernant le plan de développement de la zone agricole aura lieu le 16 février prochain à 20h à la salle Gérard Dubé de l'Hôtel de Ville d'Amqui. Voici M. Frédéric Desjardins, urbaniste à la MRC de la Matapédia, qui vous donne quelques précisions à ce sujet. Frédéric, on est ici pour parler du plan de développement de la zone agricole. C'est quoi au juste? Bien, comme le nom le dit, c'est un plan. C'est une planification stratégique qui vise à assurer le développement optimum du territoire qui est compris à l'intérieur de la zone agricole, qui correspond quand même à 110 000 hectares. Ça, c'est plus ou moins 20 du territoire de la MRC. On parle des facteurs évidemment agricoles et il y a un accent particulier qui est mis sur ce qu'on appelle la multifonctionnalité de l'agriculture, ce qu'on pourrait appeler les bénéfices complémentaires à la pratique traditionnelle de l'agriculture. Puis là, ce que vous envisagez là, dans le futur, c'est quoi au juste? Bien, pour qu'une planification serve à quelque chose, il faut la mettre en œuvre. Fait qu'une fois qu'elle va être adoptée, ce qui devrait se faire quand même assez rapidement au mois de mars, ça va être d'avoir un comité de suivi qui va s'assurer de la mise en œuvre en contactant tous les acteurs qui sont impliqués dans la démarche. Il y a évidemment le monde agricole, il y a le monde municipal, puis il y a le monde économique dans son ensemble. Comment vous allez vous y prendre? On va former un comité de suivi. La forme finale n'est pas encore déterminée, mais il y a l'idée d'une table agroalimentaire qui a été évoquée. Ça pourrait être l'option qui va être retenue. Suite à ça, il va y avoir une rencontre annuelle ou biannuelle qui va permettre d'assurer que les actions qui sont incluses dans le plan de développement soient bel et bien suivies. Et puis, qui peut se sentir concerné par ça?
Question. La réponse très, très globale, tout le monde qui se sent préoccupé par le développement de la région. Parce que la zone agricole, c'est 46 millions de revenus en agriculture, c'est 1000 emplois, c'est près de 200 entreprises. Fait que, réponse très globale, tout le monde. Peut-être que les gens qui sont plus directement impliqués sont ceux qui soit travaillent dans la zone agricole et ceux qui l'habitent. Ceux que vous aimeriez avoir à votre table, ça serait qui exactement? C'est sûr, fondamentalement, ça va être le monde agricole, les agriculteurs, le monde municipal, mais aussi tout ce qui est les gens qui travaillent dans la transformation agroalimentaire. Au niveau aussi de la représentation citoyenne, ce serait important d'avoir au moins une personne qui réside dans la zone agricole sans qu'il soit lui-même agriculteur. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire par courriel à M. Frédéric Desjardins à f.desjardins@mrcmatapédia.québec. Dans le cadre de nos nouvelles capsules culturelles, nous vous présentons un groupe de Rimouski, Spirit of Rebellion. Ils font de la musique death metal et ils seront présents à la Captive le 20 février prochain à 21h. Nicolas Auclair, lead guitare. Jean-François Côté, bassiste, back vocal. Francis Marman, full drumming. Sylvain Morancy, full chanteur. JF guitare. On est Spirit of Rebellion! Death Metal de Rimouski, puis on s'en vient vous voir à Amqui le 20 février à la Captive. On espère vous y voir. Spirit of Rebellion, dans le fond, c'est né. Le groupe a été pas mal formé, je dirais, en 2001. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements de line-up pour en arriver aujourd'hui à cette gang-là. Je te dirais que principalement, cette gang-là, on l'a depuis notre précédent album un peu, je te dirais depuis 2010-2011, avec l'arrivée de Sylvain puis de Francis. Puis on a ici Nico, le petit dernier, qui est rentré là, en 2014? Ah, début 2014. Ouais. Quand Nico est rentré avec nous, on avait déjà commencé le processus de composition du nouvel album. Il y avait déjà quelques pièces de prêtes, mais il en restait. Puis Nico, il a amené sa touche sur les tunes qu'on avait déjà de composer, il a amené ses solos, il a amené une petite touche aussi. Il restait des tunes à composer, fait qu'on a vraiment composé les 3-4 dernières pièces de l'album avec lui, fait qu'il a pu amener sa couleur aussi. Puis ça a apparu aussi dans l'album, justement un peu de sang frais, un peu de couleurs différentes dans notre son, dans nos compositions. Ce qui a été cool aussi avec cet album-là, ben, c'est que pour la première fois dans les albums de Spirit, ben, on sort ça avec une compagnie de disques, un label, PRC Musique, Rémi Côté qui s'occupe de ça. Fait que juste ça, c'était ça le casse-tête, nous autres, c'était se faire distribuer. Puis avec PRC, ben, ça nous est comme tombé dessus, puis là, tu sais, ce bout-là, on n'a plus à travailler, l'album se promène. Juste ça, pour nous autres, c'est vraiment cool. C'est un bien beau cadeau. C'est vraiment trippant. Ça donne vraiment une visibilité aux bands qu'on n'avait pas auparavant. Tu sais, c'est pas grand-chose, c'est sûr, ça reste très underground. On n'est pas rendu un groupe extra populaire, pas pantoute. Le marché de death metal, c'est très underground en partant. Mais tu sais, c'est le fun de voir qu'il y a eu des réactions du monde au Brésil qui ont dit des commentaires sur nos albums, en Grèce, en Espagne, en Allemagne. Des critiques de l'album, du monde qui ont voté notre album dans les albums du mois au Brésil, tu sais. C'est des affaires qu'on n'aurait jamais eues si on n'aurait pas sorti l'album avec PRC, en étant indépendant comme sur nos précédents albums. Fait que ça nous donne vraiment une plus grande ouverture, plus belle visibilité. Ce qui est le fun aussi, c'est que, comme qu'on disait, c'est qu'on essaye vraiment de y aller le plus naturel possible. Ce que le monde entend quand il écoute l'album, c'est ce qui a été joué. C'est pour ceux qui connaissent un peu le métal et l'évolution du métal au courant des dernières années. Évidemment, c'est beaucoup, je dirais pas trafiqué en studio, mais c'est beaucoup édité, replacé. Les albums sont extrêmement carrés et tout. Nous, c'est pas qu'on aime pas ça, mais on trouve qu'il se perd un certain naturel, quelque chose une certaine chaleur, ça devient quasiment mécanique, robotique, trop carré. Puis nous, c'est pas ça qu'on aime. On aime mieux écouter nos albums un petit peu plus vieux qui étaient vraiment enregistrés, là, pour pas dire one take, mais qui étaient vraiment pas retouchés. C'était vraiment on sait plus reconnaître le talent du musicien quand c'est trop trafiqué comme ça. Mais c'est vraiment live que tu vois vraiment ce que le gars est capable de faire.
ça permet au monde de ne pas être déçu, parce que je pense qu'en chose qu'ils entendent, On est capable de le reproduire. C'est ça, c'est pas quelque chose qui a été retouché en studio, mais qu'on a de la misère à reproduire live. C'est vraiment, je pense, authentique le plus possible. Le 20 février à Amqui, on va aller présenter justement cet album-là live. On va le jouer au complet. Toutes les tunes d'album vont être jouées. Puis on va aller dans quelques pièces des albums précédents. On aime bien ça, visiter une coupe de tunes. On les traîne tout le temps, des vieilles tunes de toute façon. Il y a des vieilles tunes qu'on joue plus, ça fait longtemps. Peut-être qu'on va revenir avec ça un jour. Mais pour le show d'Amqui, l'album au complet, puis des vieilles tunes. Puis la partie show, ben c'est ça. En show, c'est fort, ça grouille, puis c'est assez direct en show spirit. Là. On aime ça avoir du fun. Dans ta face. On est une gang qui aime ça avoir du fun, puis je pense que ça paraît sur le stage aussi. Puis ça va être bien cool aussi de jouer avec un Murzim, un groupe de la place. Toujours à la captive d'Amqui, jeudi le 18 février dès 19h, les bontés divines de la vallée vous présentent 2 conférenciers. Mon collègue Francis Pelletier, qui vous enseignera l'art de réduire votre empreinte écologique, et Monsieur Jean-François Couillard vous entretiendra sur l'intervention en soins spirituels pour retrouver du sens à votre vie. Tous les profits de ces soirées vont toujours aux organismes de la vallée. Cette fois-ci, ils serviront au fonctionnement de votre télévision communautaire. Voici une façon très agréable de nous aider à poursuivre notre mission. Afin de répondre aux besoins des gens de la vallée de la Matapédia, nous vous présentons le complexe funéraire de la vallée. C'est sans pression, selon vos choix, combiné à notre savoir-faire et notre profond respect, que nous vous garantissons la qualité de nos services. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes uniques et nous vous accompagnerons en toute discrétion. Pour plus d'informations, 631-1499. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine et aussi les retours sur 2015. Si vous avez des idées de reportages ou encore si vous voulez qu'on couvre des événements dans votre localité, contactez-nous au 418-629-4503 et demandez Nathalie. Vous pouvez aussi le faire par courriel à journaliste@tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.